Bien, mesdames et messieurs, la Big Conférence va bientôt commencer. Je vous invite toutes et tous à rejoindre vos fauteuils, s'il vous plaît. Bien, eh bien c'est parti. Merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Bienvenue au Festival Big Bang, même si celui-ci a déjà débuté, hein, ça ne vous aura pas échappé. Je dis bienvenue parce que nous lançons ce soir les conférences, les Big Conférences de ce festival, puisqu'elles seront au nombre de 4 très exactement. Alors avant de vous présenter la première conférence de ce soir, je vais vous parler un petit peu de celles qui vont arriver. Vous savez que le festival Big Bang a pour mission la transmission du savoir scientifique. Donc voilà, ces Big Conférences ont pour vocation à transmettre ces connaissances scientifiques et à faire naître des passions, de futures passions, je l'espère. Alors, la première conférence de ce soir, je vous en parlerai un petit peu plus tard. La deuxième Big Conférence aura lieu ce vendredi à 18 h, toujours en salle 3 du Cinéma L'Étoile, où nous aurons le plaisir d'accueillir un YouTuber très connu, monsieur Bruce Benamran, qui viendra nous dire si la Terre est vraiment ronde, pour ceux qui en douteraient encore aujourd'hui. La troisième Big Conférence aura lieu samedi à 14 h, celle-ci on change d'horaire. Donc ce sera pour thème le drone, une technologie de l'espace au service de la Terre avec le cluster drone d'Aetos. Vous aurez énormément d'intervenants, Téléspatio, Groupe Cassou et l'Université de Bordeaux. Donc ça, ce sera pour la troisième. Vous avez toutes les informations sur le site du festival Big Bang et ainsi que sur le site du cinéma L'Étoile. Et la quatrième Big Conférence aura pour thème Observer la Terre, mais pourquoi, avec monsieur Marc Pircher, qui se fera le plaisir de nous expliquer un petit peu tout ça. Et je fais un petit rappel pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir Thomas Pesquet en vrai hier, vous le verrez en film ce soir, autour d'un documentaire passionnant, Thomas Pesquet, l'envoyé spatial, qui sera projeté à 20 h 30 dans la grande salle du Carré des Jalles, en présence de son co-réalisateur, Pierre-Emmanuel Le Goff. Alors, avant de céder la parole à nos invités, la première Big Conférence de ce soir donc, a pour thème les vols d'essai du Falcon 8X de Dassault. Nous recevons deux invités prestigieux pour animer la discussion, la présentation. Madame Valérie Guillemet, directrice de l'établissement de Dassault à Mérignac, et Monsieur Philippe Delhomme, chef pilote d'essai Falcon 8X. Mais avant de leur céder la parole, je cède donc le micro à Monsieur Hervé Austruy, le président de 3AF. Monsieur Austruy. Bien, ben, je serai très rapide. Je voudrais simplement vous remercier toutes et tous d'être venus nombreux ce soir pour cette conférence, voilà, qui se situe dans le cadre donc du festival Big Bang. Alors, merci Monsieur le maire, Monsieur Jacques Mangon, de nous accueillir dans ce cadre-là. Ça nous permet de donner un certain lustre aux conférences 3AF que l'on réalise généralement plutôt à Saint-Aubin-de-Médoc dans un cadre un peu plus modeste. Voilà, donc merci de nous recevoir ici. Et puis je ne vais pas être très long, je vais rapidement passer la parole donc à Valérie Guillemet, et je te remercie beaucoup d'être venu ici présenter Dassault, et à Philippe Delhomme, donc pilote d'essai du Falcon 8X. Voilà, alors je te laisse Mathieu, une petite présentation, quelques mots des deux conférenciers. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi je vais être bref aussi parce que Mathieu a tout dit pour ainsi dire et puis mon président également. Mais je tiens quand même à remercier la société Dassault de nous avoir fait rapatrier depuis Paris ces magnifiques maquettes. Hein. Il faut les apprécier, elles sont à l'échelle 1/10. Donc vous multipliez, voilà, vous faites la conversion. Et donc merci à la société Dassault pour ces belles maquettes. Hein. Voilà. Donc je tiens aussi dans les remerciements à associer notre partenaire qui nous suit toute l'année, puisqu'on est logé chez eux à Saint-Aubin-de-Médoc, la société Simpa, groupe Sopra Steria, puisqu'on a notre bureau qui est à côté, qui sont présents ici dans la salle. Voilà. Quelques mots juste sur la 3AF. La 3AF, notre association, le bureau est national, il est à Paris et il y a une dizaine de bureaux régionaux. Donc Hervé Austruy est le président du bureau d'Aquitaine. Voilà, donc nous organisons pas mal de manifestations, de visites d'entreprise, de conférences.
On a un bureau jeune qui est en cours de renouvellement et qui sont très, très actifs également. Voilà. Donc sur la petite, pour parler de la 3AF, sur la petite table en sortant, on publie des petits magazines tous les 3 mois à peu près, où il y a toutes nos activités, il y a nos coordonnées, numéros de téléphone. Donc je vous ai mis sur la petite table en sortant, pour ceux qui seraient intéressés, vous avez des exemplaires de ce magazine, du dernier numéro, et puis vous avez ceux qui voudraient adhérer, vous avez des bulletins d'adhésion. Et pourquoi adhérer à la 3AF? Vous avez un petit fascicule là-dessus. Un dernier mot sur les 3AF. Donc je voulais simplement vous parler des 2 conférences qui vont suivre pour 2018, parce que cette année nous avons fait 7 ou 8 conférences. Donc la prochaine conférence sera le 10 octobre à 16 h à la Maison des Associations de Mérignac, dans le cadre du Salon international des drones, l'UAV Show. Et c'est une conférence qui sera en partenariat avec Bordeaux Techno West. Le titre sera peut-être, mais il n'est pas défini encore, « Que fait l'homme dans un avion sans pilote ?» D'ailleurs, il y a un des conférenciers qui est dans la salle, hein, Jean-Louis Roch. Caroline Esnard de Bertin Technologique et Jean-Louis Roch de chez Thales. Et on va organiser une table ronde après avec la DGAC et un pilote militaire de Cognac. Le 15 novembre à 18 h à la médiathèque du Haillan, ça sera Ariane 6, le lanceur spatial de demain, qui sera présenté par M. Gilles Fonblanc, directeur des sites d'Ariane Group d'Aquitaine, et Marie Gaudret, ici présente, Marie, directeur du site de Saint-Médard, Ariane Group. Voilà. Et après, nous aurons peut-être une conférence sur l'usine du futur aux arts et métiers en septembre. Voilà. C'est tout pour la 3F. Je vais vous présenter maintenant les conférenciers de ce soir, en commençant par Madame Valérie Guillemet. Alors c'est une première et nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir dans le cadre de cette conférence sur le Falcon 8X. Vous êtes diplômé de l'école... Alors je parle aussi pour les jeunes. Il y a des jeunes dans la salle que vous puissiez savoir. Ce matin, il y avait le forum des métiers. On a travaillé avec Philippe Delhomme déjà sur différents métiers, un métier de pilote d'essai, puis on a tout passé en revue avec le rectorat. Donc vous êtes diplômé de l'école supérieure de l'aéronautique, qui s'appelle aujourd'hui l'ISAE Supaéro, promotion 88. Si je dis une bêtise, vous me le dites. Hein. Et vous êtes en poste depuis 88 chez Dassault Aviation. Depuis 95 sur le site de Mérignac. Vous avez travaillé sur le programme Mirage 2000, puis vous avez pris successivement la responsabilité de la chaîne d'assemblage du Rafale et des Falcon 7X et 8X. Le 8X qui est le dernier né de vos avions d'affaires, qui fait l'objet de la conférence de ce soir. Depuis 2015, vous êtes directeur de l'établissement de Mérignac et vous avez sous votre responsabilité environ 1400 personnes, 1400 salariés et un horizon industriel plutôt dégagé. Je ne sais pas, vous nous en direz plus tout à l'heure. Je vais vous présenter directement Philippe qui reprendra le flambeau après la présentation de l'établissement Dassault de Mérignac. Alors Philippe, diplômé de l'école de l'air de Salon-de-Provence, promo 75, c'est ça? Il n'y a pas d'erreur. Breveté pilote de chasse en 79. Et vous vous trouvez rapidement dans l'environnement des avions Marcel Dassault, puisque vous pilotez un Mirage 3E à l'époque. Voilà. Suite à votre passage à l'école des pilotes d'essai britanniques, vous êtes qualifié pilote d'essai en 87. De 88 à 92, vous êtes affecté au CEV d'Istres. Puis de 92 à 96, vous êtes le chef du département essai en vol à la société Socata de Tarbes. Vous connaissez tous la Socata à Tarbes. Ça a changé de nom depuis, hein, je crois que c'est Daher. Voilà, c'est les petits avions. En 96, vous rejoignez la société Marcel Dassault Aviation. Et le 5/5/2005, à l'occasion du premier vol d'essai du 7X, j'espère que la date est bonne, vous êtes aux commandes de cet avion avec Yves Kerhervé, que tout le monde connaissait à l'époque, puisqu'il faisait les démonstrations en vol au Bourget, on l'a vu souvent, et qui était surnommé Bill. Tout le monde le connaissait sous ce nom-là, chef pilote d'essai. Aujourd'hui, vous êtes directeur du personnel navigant et chef pilote d'essai de la société des avions Marcel Dassault, et vous comptabilisez plus de 10 000 heures de vol au compteur, comme on dit, mais certainement plus que 10 000 aujourd'hui. Hein, voilà. Donc, Valérie Guillemet, c'est à vous, je vous passe le micro. Merci à vous. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler des essais en vol du Falcon 8X. Mais avant de parler pour pouvoir voler sur un Falcon 8X, il faut le concevoir, il faut le fabriquer et après, bien sûr, le maintenir. Et l'usine de Mérignac a un rôle majeur, l'établissement de Mérignac a un rôle majeur
dans tout ce process de conception, de fabrication et de support. Avant de démarrer, je voudrais partager avec vous une pensée toute particulière pour Serge Dassault, qui nous a donc quittés la semaine dernière, excusez-moi. Et c'était le PDG il a été PDG de Dassault Aviation 1986-2000, et il était avant dans la société et il a joué un rôle majeur. Et j'aimerais rappeler que sur les Falcon, il a joué un rôle très particulier. Dans les années 60, c'est lui qui a convaincu son père, Marcel Dassault, à lancer l'étude d'un avion d'affaires biréacteur. Et c'est le début du Mystère 20, Charles Lindbergh, nouvelle anecdote, en 1963, est venu à Mérignac, sur l'établissement de Mérignac, et il a volé sur le Mystère 20. Et il avait été dépêché par la Pan Am, compagnie américaine. Et il a appelé son CEO et il a dit « I found your bird ». Et c'est vraiment le début de la saga des Falcon. Alors ça s'appelait Mystère, c'était pas suffisamment américain, c'est devenu Falcon. Et c'est le début de la saga des Falcon où nous sommes avec aujourd'hui le Falcon 8X. Voilà. On y va. Alors, quelques chiffres sur la société. On a quand même livré depuis 1945 plus de 8400 avions livrés, pour beaucoup sortis du site de Mérignac. On a livré 2500 Falcon. On est au-delà du 2500e Falcon livré. Donc, beaucoup d'avions militaires en parallèle. 11 400 collaborateurs, c'est la société Dassault Aviation, donc qui comprend Dassault Aviation Maison Mère et les 3 filiales, Sogitech, DFS et DFJ. Donc en France, 9000 personnes. Alors pourquoi je trouve que c'est un chiffre important, parce que nous sommes une grande entreprise française, Dassault Aviation, mais finalement une petite taille, vraiment à taille humaine, quand on se compare aux entreprises mondiales de l'aéronautique. On est vraiment un effectif très petit. 89%, alors orienté sur l'international, soyez-en tous convaincus, 89% de notre chiffre d'affaires s'est réalisé à l'export, que ce soit dans le monde, tout cumulé, civil et militaire. Et 68% du chiffre d'affaires généré par les Falcon sur les 5 dernières années. Souvent, on associe Dassault Aviation aux militaires, mais non, on fait beaucoup aussi d'activités civiles. Alors les produits, cette planche, je l'aime bien parce que finalement, la grande force de la société, c'est la dualité, civile-militaire. On est une rare société à avoir ces deux activités dans l'aviation, civile et militaire. C'est une grande force. Moi, je dirais 2 mots. C'est premièrement tout ce qui est compétences. Ça permet de garder et d'avoir en fonction, je dirais, compétences et activités. C'est-à-dire qu'en fonction du marché, en fonction de l'activité, il y a des années où le Falcon est plus porteur que les avions militaires. Il y a d'autres années, c'est différent. Et finalement, on arrive à avoir et à mettre la compétence sur l'ensemble de nos avions en fonction des activités et à faire bénéficier tout l'apport qu'on a pu faire, par exemple, sur le Rafale. Je parle de commandes de vol électriques qui sont aujourd'hui sur le Falcon, qui ont démarré sur le Falcon 7X, premier avion qu'on a fait en commande de vol électrique. Bon, donc c'est vraiment cette dualité, c'est très prégnant et c'est un point extrêmement important dans notre société. Donc Rafale, Falcon, aujourd'hui nous produisons Rafale, Falcon et le neurone. Alors le neurone, c'est vraiment c'est l'avion sans pilote, le drone de combat. Pourquoi on fait un neurone? Pourquoi on travaille sur ce type? C'est la compétence. C'est un démonstrateur de technologie. Il n'y en a qu'un. C'est quand même une grande première. C'est aussi grand qu'un Mirage 2000. Ça a volé sans pilote. Premier vol en 2012. On en est au 100e vol. Il y a de très beaux films en patrouille, Rafale, Falcon 8X et Neurone, qui sont magnifiques. Démonstrateur de technologie, c'est-à-dire le pilotage sans pilote, c'est la furtivité. Alors pourquoi on développe ça? Parce que nos ingénieurs, il faut travailler sur des produits et sur du concret. L'avion du combat du futur, il sera 2030, 2040. Il nous faut des démonstrateurs pour garder la compétence et pour développer les compétences. C'est majeur. La gamme des Falcon. Falcon 2000, biréacteur, c'est l'entrée de gamme, donc 3350 nautiques, à peu près 6200 km.
On passe au Falcon. Alors, bimoteur Pratt & Whitney, Falcon 900 trimoteur Honeywell. Je saute le 6X, j'y reviendrai. 7X, donc premier avion Falcon en commande de vol électrique. Et premier avion en maquette numérique complète. C'est-à-dire que nous ne faisons plus, sur le Falcon 7X, nous n'avons pas fait de prototype. Nous n'avons plus de prototype. On passe directement, on a une maquette numérique dans CATIA, l'avion est dans l'ordinateur. Et dès le premier avion, c'est un avion de série. Alors certes, avec toute une série d'installations d'essais pour faire ses premiers vols, mais c'est l'avion 2, l'avion 3, ce sont des avions de série. Et puis le Falcon 8X, le dernier avion, entré en service en octobre 2016, 6450 nautiques, triréacteurs, avec des moteurs Pratt & Whitney. Falcon 6X, vous avez connu, on a arrêté le Falcon 5X fin d'année dernière, décision de notre PDG d'arrêter le développement du Falcon 5X lié à des problèmes de motorisation. Le moteur Silvercrest qui devait équiper cet avion n'était pas au rendez-vous, et des performances et des délais. Donc on a dû arrêter ce programme et lancer le programme 6X qui est dérivé du 5X, mais avec une nouvelle motorisation, avec des moteurs Pratt & Whitney. Falcon 6X, donc qui n'est pas en production aujourd'hui, qui est en développement pour une entrée en service en 2022. Rafale, donc nous produisons des Rafales, l'avion Omnirole, ça veut dire quoi? On fait du suivi de terrain, on fait des missions nucléaires, on fait de l'air-air, de l'air-sol, tout ça dans un même avion. Il y a des versions marines, des versions RR, biplace et monoplace. On l'a vendu à la marine, à l'armée de l'air. On a, pour l'État, vendu fin d'année dernière, on avait livré le 149e avion. Il nous en reste, on en a 3 à livrer cette année. Et puis bien sûr 3 contrats export avec l'Égypte en 2015, avec le Qatar et ensuite avec l'Inde. Donc 24 avions pour l'Égypte, 24 plus 12, donc 36 pour le Qatar et 36 pour l'Inde. Ce sont tous des avions que nous fabriquons en France et ils sortiront de l'usine de Mérignac en phase finale. Production. Donc je vais me polariser un petit peu comment on est organisé sur notre site de production. La production, on a 8 sites de production d'Assaut Aviation. C'est l'histoire qui veut ça, les rapprochements des différentes sociétés. Ça commence, je vais aller être rapide, mais je vais commencer par le Grand Nord, Seclin, tout ce qui est pièces primaires. Donc les grandes pièces, les pièces métalliques formées et usinées. Argenteuil, c'est le fuselage du Rafale. Il est assemblé, aménagé à Argenteuil. Argonay, près des Alpes, tout ce qui est fabrication des équipements commande de vol. Istres, ce n'est pas un site de production, c'est un site de développement, d'essai en vol, de développement. Philippe en parlera très certainement. Biarritz, filière de composite. Hein, chaque site est spécialisé dans une filière. Biarritz, le composite et l'assemblage du fuselage Falcon. Poitiers, les verrières. Martignas, à côté d'ici, on a une usine qui fabrique qui assemble et qui aménage toutes les voilures de nos avions, Rafale ou Falcon. Elles sortent toutes de l'usine de Martignas. Et donc Mérignac, je vais le décrire plus en avant. Vas-y. Alors Mérignac, voilà une belle photo aérienne du site de Mérignac. Donc au fond, vous reconnaissez le campus de Thalès, avec la route de Martignas qui passe juste devant. À gauche, vous avez DFS, Dassault Falcon Service, qu'on a inauguré fin 2016. Donc Dassault Falcon Service, c'est tout ce qui est maintenance des avions Falcon. Hein, c'est un site qui dépend du site du Bourget. Et donc le reste, c'est 69 000 mètres carrés. C'est l'établissement de Mérignac avec divers bâtiments. D'une manière générale, un bâtiment est dédié à un produit de production. Hein, il y a un bâtiment pour le Falcon 8X, 7X, un bâtiment pour le Rafale, etc. par produit. Donc 1400 personnes. En gros, 50% dédiés à la production au sens large et 50% sur les affaires de bureau d'études, conception, et je vais y revenir, et support. Voilà, créé en 1950. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on a créé ce site? En 1950, c'est une commande du ministère de l'Air de plusieurs centaines de Flamands, MD 315. À ce moment-là, Marcel Dassault avait un hangar à Talence.
Il a fallu donc voir plus grand et il est venu, il a été visionnaire, il a acheté un terrain juste à côté de la piste d'atterrissage et de décollage de l'aéroport de Bordeaux. Et le premier bâtiment on n'a pas de zapettes, si. Le premier bâtiment qu'on a construit, le premier bâtiment qu'on a construit en 1950, c'est celui-là, c'est celui qui est dédié aujourd'hui à la fabrication du Rafale. Alors donc l'endroit stratégique, c'est ce portail qui donne directement accès à une aire de départ. Là, vous avez un Falcon qui va démarrer ses moteurs et ensuite qui se dirige sur un taxiway sur la piste de l'aéroport. La suivante. Donc on y fait production, bureau d'études, achat et support. Je vais aller vite, mais c'est crucial, hein. Ça veut dire que dans un même établissement, vous retrouvez les ingénieurs qui conçoivent derrière un écran avec Katia, super, mais ils peuvent descendre dans les ateliers et voir la vraie vie de l'atelier, la modification, l'avion. Donc c'est extrêmement riche pour eux. Et puis, pour les compagnons, pour les ingénieurs de production, quand on a des soucis sur avion, on va voir le support, on va voir ceux qui ont conçu, parce qu'il y a cette compétence-là aussi, pour aider à traiter les éventuels aléas. Voilà, donc ça c'est une grande richesse. On est en plein plan de transformation qui a été lancé par notre président directeur général Éric Trappier, et ça va dans ce sens-là. Comment rapprocher les hommes du support, de la conception, de la fabrication des avions pour être encore plus efficients. Suivante. Alors, notre activité de production, on reçoit, en gros, nous, on fait tout ce qui est assemblage final, mise en vol. Donc, la dernière étape de production, on reçoit le fuselage du Rafale d'Argenteuil, on reçoit le fuselage du Falcon de Biarritz, on reçoit les voilures de Martignas, on reçoit la dérive de Martignas, la verrière de Poitiers, on reçoit tous les éléments des différents sites, on reçoit l'ensemble des équipements, les trains, les calculateurs, les moteurs, tous les équipements chers à forte valeur ajoutée, les équipements de Thales, et on va assembler tout ça, on va l'assembler et on va monter ces équipements, monter l'ensemble des tuyauteries, et au bout d'1 mois pour un Falcon, 2 semaines pour un Rafale, l'avion est complet, terminé. Donc c'est la phase assemblage qui va très vite. Et après, notre activité principale sur le site, ça va être des essais. Vas-y, les essais. Essais au sol. Pourquoi on essaie l'avion ? On va essayer tous ces systèmes, carburant, hydraulique, pneumatique, électrique, système d'armes, système de contre-mesure, avion par avion, pour vérifier la conformité de l'avion. Et ce qu'il faut retenir, c'est que on avait un avion en pièces détachées et pour la toute première fois, on va faire voler cet avion, faire le premier vol de l'avion. Donc on est tous drivés sur la sécurité du vol, de vérifier la conformité pour mettre l'avion en vol en toute sécurité, bien entendu. Point fixe, c'est un essai moteur tournant. C'est la première fois qu'on allume les moteurs. Et on va vérifier, tester, pareil, l'ensemble des systèmes, mais cette fois-ci en autonomie totale, sans les bancs hydrauliques, électriques. L'électricité est générée par lui-même. Alors, quelques belles photos. Chaîne d'assemblage du Falcon 8X. Donc, vous avez un beau bâtiment qui a été qu'on a lancé pour le Falcon 7X en 2003. Alors vous avez une très large allée, vous allez vous dire ils ont de la place chez Dassault. Non, c'est parce que les avions, il faut les sortir et il faut l'envergure bien entendu de l'avion. Donc 26 mètres, l'allée fait 27 mètres pour pouvoir sortir les avions. Ils sont tous verts, on dit que c'est des avions green. En fait, c'est des avions, on va pas les peindre plus, ils ont une peinture de protection, ils partiront aux États-Unis, où on a notre centre de coplation, où ils vont faire leur aménagement commercial, comme le client a choisi, la peinture, les meubles. Là, c'est vraiment chaque client a spécifié ce qu'il voulait. Ça se fait aux États-Unis, à Little Rock, Dassault Falcon Jet. Donc, ils partent tous avec cette peinture de protection. Il n'y a pas de problème. Le Rafale, donc le bâtiment, ce fameux premier bâtiment, bâtiment A, ou encore grande usine, qui a été complètement rénové.
parce qu'effectivement, nous avons eu quelques beaux contrats Rafale. Et donc, on est monté en cadence. On a pas mal d'avions à faire. C'est super. Et on a mis à niveau toutes nos installations. Et notamment, on a fait quelque chose de... on a fait une rénovation de l'ensemble des sols et on a fait ce qu'on appelle de la polyénergie, centralisation des énergies. Je m'adresse aux anciens. Toutes les énergies arrivent par le sol, donc l'hydraulique, le pneumatique, l'électrique. Hein, on a creusé un énorme tunnel, on a une centrale hydraulique centralisée et tout ça, ça arrive par le sol. Alors l'intérêt, c'est qu'il n'y a plus de banc, ça ne fuit plus, ça ne fait pas de bruit. Et c'est très ergonomique parce qu'il n'y a plus de tuyaux qui traînent au sol. Donc là, vous avez l'ensemble des tuyaux pneumatiques, hydrauliques, électriques qui sortent par le sol. En plus, on a mis tout un système d'éclairage. Le Rafale est assez bas. Donc ça permet de travailler vraiment dans de très, très bonnes conditions. Point fixe. Donc pour faire le essai moteur tournant, bien sûr, ça ne se fait pas dans un bâtiment. Donc on fait ça en extérieur pour un Falcon. Et pour un Rafale, on fait ça dans un bâtiment dédié. Donc on a construit un bâtiment en 1995 qui n'était pas simple. Hein, c'est-à-dire que le Rafale, alors pourquoi on le met dans un bâtiment? Pour faire moins de bruit. Parce qu'un point fixe, ça dure 3 jours. Et 3 jours, on allume un moteur, puis 2, et puis on fait tous les régimes qui vont bien. Donc, ça serait bruyant. Donc, c'est pour ça qu'on a construit ce bâtiment avec une entrée d'air qui arrive au niveau de l'avion. L'avion est maintenu au niveau de ses roues, bien sûr, sur le sol. Et le moteur, le jet moteur part dans le silencieux à l'arrière. Voilà, je vais vous montrer un petit film qui dure quelques secondes, qui est sympathique. Alors, on utilise pour nos essais toujours... Donc, on a un inspecteur mécano, c'est le seul habilité après le... Les essais se poursuivent ensuite je me tais. par la phase dite point fixe. Pour la première fois, les moteurs sont mis en route. Les systèmes du Rafale sont de nouveau testés en totale autonomie. Des centaines de paramètres sont analysés en temps réel par des calculateurs et par une équipe de spécialistes. Alors, ce qui est important, quand on fait nos essais, nos compagnons, c'est un niveau Bac Pro, Bac plus 2, essayeurs. Pour faire les essais, on utilise l'architecture de l'avion. C'est une architecture numérique, c'est-à-dire que l'ensemble des calculateurs de l'avion discutent, envoient des paramètres sur un bus numérique. Nous, on va piéger l'information et on va vérifier. Donc, c'est des valeurs de pression, de température, de temps de course, de vanne, etc. Et on va analyser tous ces paramètres en temps réel et vérifier que tout ça fonctionne aussi bien lors d'un point fixe que lors d'un essai sol. Hein, c'est vraiment, on utilise l'architecture numérique de l'avion. Planche suivante. Une fois qu'on a fait le point fixe, on fait ce qu'on appelle une visite de sécurité et ensuite on passe piste l'avion. Ça, c'est un élément majeur, hein, c'est-à-dire on déclare l'avion bon de vol. Donc la qualité, la fabrication déclare l'avion bon de vol et le présente aux essais en vol, hein, pour qu'ils puissent assurer le rouleur, les vols de réception de l'avion, parce que bien sûr, il va falloir vérifier, une fois qu'on a fait tous ces essais au sol, il va falloir vérifier en vol que l'ensemble des paramètres et des systèmes fonctionnent correctement en conditions opérationnelles. Sachant, alors on fait un rouleur, ça veut dire quoi? On accélère, on freine, on rentre l'avion en gare, on vérifie que tout va bien, les freins, les accélérations moteurs, et ensuite ils partent faire 2 vols et ils vont aller vérifier l'ensemble de systèmes, les performances du radar, les performances de centrale inertie, du moteur, etc. Un petit topo sur le Rafale. Une fois les essais sol terminés, l'avion suit un programme d'essais en vol où sont testés tous ces systèmes en conditions réelles. Les pilotes effectuent des vols aussi bien pour vérifier le comportement de l'avion que pour tester ces systèmes. Tous les vols sont suivis depuis une salle d'écoute par l'ingénieur d'essai et les divers spécialistes systèmes de notre société, mais aussi de nos fournisseurs comme Thales et Snecma. Au retour de chaque vol, tous les systèmes internes d'enregistrement sont exploités, analysés et traités par les ingénieurs d'essai en vol, les spécialistes systèmes et les techniciens avions. Au vu des résultats des divers tests sol et vol, le département qualité certifie la conformité de l'avion
et autorise en finale sa livraison. Voilà, donc après avoir fait ces vols de manière satisfaisante, effectivement, nous sommes en mesure de livrer l'avion au client. Donc là, on va livrer l'avion au client en France, pour le Rafale France, ou au client export qui vient chercher son avion sur l'usine de Mérignac. Pour les avions Falcon, comme je vous ai dit, les Falcon dits basiques, ils partent, nous ne faisons pas l'aménagement commercial à Mérignac, ils partent aux États-Unis pour cet aménagement commercial qui est spécialisé avion par avion. Pour finir, je voudrais vous montrer trois planches, trois photos. En plus de faire des avions de série, on fait le premier avion. Comme je vous ai dit, il n'y a plus de prototype, mais on fait le premier avion de type. Et aujourd'hui, je vais vous parler, on vous parle 8X, c'est du 8X numéro 1. Donc c'est le premier avion, c'est un avion de série, mais c'est quand même le numéro 1. Donc lui, non seulement il va faire son premier vol, mais il va faire son premier vol pour ce type d'avion. Alors on fait des essais spéciaux, des essais particuliers, c'est-à-dire qu'on ne répétera pas d'avion en avion, mais qu'on va faire spécifiquement sur cet avion avant de l'envoyer en vol. C'est un passage obligé. Alors là, c'est un essai en incidence à 10 degrés. Ça paraît pas, mais c'est très impressionnant. Hein. Donc l'avion est mis, il est l'assiette est importante. Hein. D'ailleurs, derrière, il y a des gros pains de mousse au cas où on ne veut surtout pas le faire tomber derrière. C'est quand même le premier avion, il n'y en a qu'un. Hein. Donc, il ne s'agit pas de faire d'erreur. Alors là, le but, c'est de faire un essai carburant et de vérifier qu'on alimente toujours les moteurs. C'est une incidence de décollage qui peut arriver. Donc, on vérifie que on alimente bien les moteurs, que les transferts se passent bien de réservoir en réservoir. Alors, ce qui est toujours extrêmement important, c'est que là, vous retrouvez le concepteur du système carburant, l'ingénieur de fab, les compagnons qui font les essais. Il y a tout le monde qui est ISTRE, bien sûr, les gens du développement. Tout le monde est autour. Ça fourmille beaucoup. C'est toujours des moments assez fabuleux. Deuxième essai, qui est assez typique, hein, c'est un essai de ce qu'on appelle un essai de GVT, Ground Vibration Test, où on va mettre la structure en vibration avec des pots vibrants. Et on a toute une série de capteurs que vous voyez, tous ces fils-là. On va enregistrer, c'est des accéléromètres, hein. On va enregistrer la réponse de la structure aux vibrations. Tout ça pour en déduire les modes propres de l'avion. Et ça, c'est très important pour recaler les logiciels de nos ingénieurs. Donc, c'est tout ce type d'essais qui sont faits avant un premier vol. Et après, c'est le premier vol de l'avion, qui est un moment toujours extrêmement émouvant. C'est un moment, je dirais, solennel, sérieux. Tout le monde est concentré. Tous nos directeurs généraux, PDG, Serge Dassault est toujours venu au premier vol. C'est un moment avec beaucoup d'émotion. Parce que vous avez un travail de la conception jusqu'à la fabrication qui ont réuni l'ingénieur jusqu'au compagnon. Et quand vous regardez cet avion qui décolle, on a presque les larmes aux yeux. Voilà. Donc c'est des moments fabuleux. Et donc je passe la main au pilote. Philippe. Ça marche. Tu vois mon angoisse. Oui, donc moi je vais vous parler un petit peu plutôt des essais en vol du 8X. Donc, si bien amené par Valérie, merci. Il n'y a plus qu'à. Les essais en vol du 8X. Alors j'ai bâti ma présentation sur d'abord qu'est-ce que le 8X. Donc je vais faire une présentation du 8X pour que vous sachiez de quel type d'avion il s'agit. Ensuite, je vous parlerai des essais en vol de cet avion. Et à la fin, je terminerai par quelques chiffres. On m'entend là dans le micro? Pas trop, hein? Ouais, je vais l'approcher. Ouais. Voilà. Donc Valérie a décrit toute la gamme Falcon, donc c'est bien. J'avais juste une petite diapo dessus sur la gamme des avions en production au moment où on a fait le 8X. Donc le Falcon 8X vient prolonger la gamme qu'on avait, qui était le Falcon 2000. Alors, on a un marqueur vert là peut-être. Ouais.
Le Falcon 2000, qui est donc le bas de gamme, qui est un bimoteur, 4000 nautiques. Donc c'est un avion qui permet de traverser l'Atlantique. Ensuite, on a le Falcon 900 qu'on avait, trimoteur, qui lui faisait 4500 nautiques. Donc on peut faire Paris, Los Angeles-Paris, avec le vent dans le dos. Et puis ensuite, on a fait le Falcon 7X, un peu moins de 6000 nautiques. Donc lui, il permettait d'aller quand même, de faire Paris-Los Angeles, celui-là tranquillement. Et puis de faire également des vols vers l'Asie, puisque nos clients en Asie ont commencé à venir sur le marché et étaient très intéressés pour acheter des avions d'affaires. Et donc derrière, on a continué en faisant le Falcon 8X, qui est un dérivé en fait du Falcon 7X. Ce qui fait qu'au niveau des essais, pourquoi j'arrive là-dessus? Parce qu'au niveau des essais du Falcon 8X, du coup, il y a énormément de choses qui ont été couvertes par le Falcon 7X. Beaucoup d'essais. Et donc, mais malgré tout, lorsqu'on fait un nouvel avion, même un dérivé, il y a beaucoup de choses à revoir. Je vais vous expliquer au fur et à mesure la raison. Mais il y a un certain nombre d'essais systèmes qu'on n'a pas renouvelés. On s'est appuyé sur toute l'expérience du Falcon 7X. Donc, je vais me référer par rapport au Falcon 7X. Le Falcon 8X, vous voyez, et il fait en gros 1,10 m de plus que le Falcon 7X. Il a la même envergure, il a la même surface à l'air, la surface des ailes. Mais on va voir que cette augmentation de taille a permis de gagner 500 nautiques de range, donc de faire des allers-retours sans difficulté entre l'Europe et l'Asie du Sud-Est, qui était quand même notre cible prioritaire, mais également vis-à-vis de tous les continents africains et entre l'Asie et les continents africains. On a travaillé énormément, nos ingénieurs ont travaillé énormément sur cet avion. Avec l'expérience du 7X, le 8X est arrivé 10 ans après, avec toute l'expérience qu'on avait accumulée, ça a permis de retravailler malgré tout beaucoup la structure de cet avion. En particulier, les ailes ont été entièrement repensées, puisqu'on a gagné 250 kg, je crois que c'est ça, sur les ailes, qui a permis de diminuer la masse de base, donc d'augmenter l'efficacité de l'avion et d'avoir un range supplémentaire en ne mettant pas trop de carburant et en n'augmentant pas trop la masse maximum au décollage, qui aurait nécessité éventuellement de changer les trains, de ne pas pouvoir extrapoler, on va dire, le Falcon 7X vers le Falcon 8X. Donc il y a eu un gros travail de refonte, malgré tout, en interne du Falcon 7X pour trouver le Falcon 8X. Donc on obtient un Falcon 8X avec un poids max au décollage de 73 000 livres, un peu plus de 33 tonnes, sachant que le Falcon 7X faisait 70 000 livres. Donc on a simplement augmenté de 3 000 livres avec un gain du coup de 500 nautiques. Le carburant, on l'a augmenté pareil, de l'ordre de 3 000 livres la quantité de carburant, d'où ces 3 000 livres de masse max au décollage. Mais malgré un avion qui est plus grand, qui a plus de structure, donc on voit quand même les gains qui ont été faits sur la structure pour arriver à ce résultat. Il faut savoir que les Falcons sont réputés pour être extrêmement efficaces dans la gamme des avions. C'est-à-dire que, vous pouvez regarder ici, il a une masse au décollage de 73 000 livres et un carburant, on met en gros 35 000 livres à l'intérieur. Vous voyez le rapport. Ça veut dire qu'il y a une capacité d'emport par rapport à la masse de l'avion qui est exceptionnelle. Les avions concurrents, américains et canadiens principalement, n'ont pas du tout cette efficacité. Et alors certes, nos avions, souvent on nous reproche, certains clients nous reprochent qu'ils sont un peu petits vu de l'extérieur, enfin c'est quand même pas mal. Par contre, ils sont très grands vu de l'intérieur, au moins aussi grands que les avions américains, qui eux sont beaucoup plus imposants. Donc en fait, là, on tombe sur les différents clients. Certains clients qui sont très bling-bling. En fait, c'est surtout les nouveaux clients qui ne sont pas encore excessivement aéronautiquement, on va dire, développés. C'est les Chinois, les Russes, etc., qui, eux, veulent faire du show-off. Donc ils vont aller chercher plutôt des avions américains pour être vus et montrer qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils peuvent dépenser beaucoup d'argent dans la consommation. Ça ne les gêne pas. Et après, il y a les clients beaucoup plus intelligents qui vont acheter du Falcon, qui sont beaucoup plus efficaces, qui sont des avions green, puisqu'un Falcon, en gros, consomme 40% en fuel pour les mêmes performances qu'un avion concurrent américain. Alors actuellement, ça a quand même choqué un peu les Américains. Ils sont en train de nous rattraper. Et donc, on a encore des efforts à faire, d'où le travail sur le 5X et maintenant le 6X, puisque le moteur du 5X consommait beaucoup trop. Alors, un Falcon 8X, voilà ce que ça permet de faire comme range.
C'est un profil type d'une mission, ce qu'on appelle une croisière montante. Donc, avec un décollage, alors là c'est en température standard, on va dire décoller de Bordeaux comme aujourd'hui. Non, aujourd'hui il fait un peu plus que 15 degrés, mais voilà. Donc à la masse max, on a une distance de moins de 2000 mètres pour décoller. Et puis ensuite, on fait un premier niveau, on monte directement à 39 000 pieds. Et ensuite, au fur et à mesure que l'avion va s'alléger, on va augmenter l'altitude, 43 000 pieds, 47 000 pieds. Et enfin, on va se poser avec après une distance, donc vous voyez, de 6 450 nautiques, soit 12 000 km. Et une vitesse d'approche, c'est une des caractéristiques qu'on va avoir des Falcon, extrêmement faible. On se pose à 200 km/h, ce qui est quand même très très faible, qui permet d'avoir une distance d'atterrissage qui est faible, 660 mètres. C'est pas beaucoup pour un avion de cette taille. Mais également, le fait d'avoir une vitesse d'atterrissage qui est faible, c'est extrêmement bénéfique en fait pour la sécurité passive. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose à l'atterrissage, c'est comme en voiture, maintenant on nous oblige à rouler à 80 km/h, on diminue la vitesse, c'est pour la sécurité. Ben, les avions, quand ils se posent, c'est pareil. S'ils ne se posent pas très vite, et ben, du coup, s'il y a un incident de frein, de pneu, n'importe quoi au sol, la vitesse sera faible et donc la sécurité sera nettement améliorée dans ce cas-là. Donc c'est une des caractéristiques pour lesquelles on fait également, en dehors des performances d'atterrissage, on fait des avions qui se posent doucement. Voilà en gros ce que ça donne à partir de Paris. Donc vous voyez qu'on dépasse largement Los Angeles et on va largement à Singapour, Hong Kong. Donc ça, c'est le rayon d'action qui tient compte des vents dominants, sachant que les vents soufflent de l'ouest vers l'est. Donc en fait, on va beaucoup plus loin, effectivement, vers l'Asie. Par contre, quand on rentre d'Asie ou quand on va vers les États-Unis, il faut affronter les vents contraires. Donc on va un peu moins loin qu'au retour. Vous voyez qu'on couvre pratiquement toute l'Amérique du Sud, toute l'Afrique. Et donc c'est un avion qui est extrêmement efficace. Pour faire ça, donc c'est des vols qui durent jusqu'à 14 heures de vol quand même. C'est des vols qui commencent à être très longs. Donc l'aménagement en cabine, c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir augmenté la taille de la cabine. C'est qu'il y a deux choix possibles de plans cabine qui sont de gagner ce mètre 10. Soit il a été utilisé en gardant les mêmes servitudes devant, puisqu'à l'avant, à l'arrière de la cabine de pilotage, on a la cuisine et ici des rangements. Et ensuite, on a toute la partie cabine qui existe ici en 3 salons, des toilettes à l'arrière, également des toilettes à l'avant, et un compartiment bagage qui est accessible en vol, qui est pressurisé, accessible en vol, qui permet de ranger les affaires. Et lorsque les gens dorment dans l'avion, ils peuvent ensuite aller se changer et avoir des vêtements propres. Et là, c'est le 7X qui est en dessous, donc vous voyez le gain que ça fait. Alors, c'est un choix de floor plan pour ceux qui n'utilisent pas forcément la distance maximum franchissable en majorité, mais qui utilisent des distances plus courtes. À ce moment-là, ils sont plutôt intéressés par du volume cabine, qui leur donne beaucoup plus d'espace à l'intérieur que par rapport au 7X. Les avions sont conçus pour être certifiés à moins de 19 places, 18 places. En moyenne, ils sont à 16 places. Et la moyenne générale d'utilisation de ces avions, c'est de l'ordre de 4 passagers par vol, à peu près. Un autre floor plan possible, ou auquel cas, c'est plutôt pour les vols très long range. Et dans ce cas-là, l'espace est utilisé pour développer la partie servitude devant, avoir un galet plus important, de façon à pouvoir faire des repas en quantité plus importante. Et également un crew rest, donc un espace ici qui va permettre à un 3e membre d'équipage, que quand on vole 14 heures d'affilée, la réglementation n'autorise pas de voler à 2 pilotes. L'avion est certifié pour être 2 pilotes. Lorsqu'on dépasse un certain nombre d'heures de vol, il faut 3 pilotes. Donc il y en a un qui se repose par permutation circulaire, ce qui permet d'avoir un équipage frais à l'atterrissage. Mais donc, dans ce cas-là, on utilise la même taille cabine que 7X, 8X, mais par contre l'espace est utilisé pour la partie servitude à l'avant. Voilà, donc ça c'est un grand galet, une idée d'un grand galet d'un aménagement, avec sur la gauche toute la partie cuisine et sur la droite la partie crew rest, qui est en fait un siège qui peut être utilisé pour le décollage et l'atterrissage et qui peut se transformer en une couchette complètement horizontale qui fait 2 mètres de long. Et derrière, les salons. Donc voilà, ça c'est par exemple un pilote qui se repose, une pilote qui se repose en vol, lorsque le crew rest est mis en position repos. Dans la cabine, les passagers, on peut coucher 6 passagers de façon très confortable pendant le vol à l'intérieur des 3 salons.
Donc l'avion est équipé de 3 salons et la partie arrière extrêmement silencieuse. Alors là, c'est une des caractéristiques équipée de 2 sofas qui peuvent se transformer en lit. Les aménagements se font en fait, comme l'a expliqué Valérie, à la demande du client. Il y a plusieurs floor plans possibles à la disposition des clients. Chacun choisit ce qu'il veut faire en fonction de la mission qu'il veut faire. Il y a très peu quand même de clients qui choisissent de la haute densité. En général, c'est plutôt du grand confort. Nos avions Falcon sont les plus silencieux. Le Falcon 8X est extrêmement silencieux, à peine plus de 50 décibels dedans en croisière, ce qui est remarquable, c'est-à-dire qu'on peut se parler tranquillement et sans aucune gêne. Et la partie la plus silencieuse est ce salon arrière, en fait. À l'avant, il y a un peu de bruit d'air aérodynamique, et les moteurs ont été mis avec le Falcon 7X. Initialement, les moteurs sur les anciens Falcon étaient montés sans amortisseur entre le moteur et la cellule, ce qui faisait que les vibrations moteurs se transmettaient à la cellule et transmettaient en fait un bruit sourd. On entendait les moteurs. À partir du 7X, on a mis un passage souple entre les deux, ce qui fait que les vibrations du moteur ne se transmettent plus à la cellule. Et ce qui fait que les premières fois où on a commencé à voler sur les Falcon 7X, on était surpris parce que nous, devant, on n'entendait plus les moteurs. En particulier, même à la mise en haute, on n'entendait pas les moteurs. Donc on n'était pas habitués. Pour les pilotes, on a également amélioré le cockpit de façon à faire un cockpit encore plus efficace. Donc, il est basé sur notre célèbre cockpit Easy, qui a été conçu avec nos propres idées, avec un équipementier américain qui est Honeywell. Et comme l'a rappelé Valérie, c'est la dualité, c'est-à-dire que toutes les idées dans ce cockpit ont été pensées par rapport à l'expérience qu'on avait, certes des Falcon, mais également des avions de combat, Mirage 2000 et Rafale. Et donc, on a introduit un certain nombre de capacités qui permettent de faciliter le travail de l'équipage et de le rendre relativement intuitif. Je dis relativement parce qu'il y a des endroits, ça reste des fois un peu complexe. Mais aujourd'hui, avec le nombre de tâches qu'il y a à faire, ça se passe de façon très facile. En particulier, le but de ce cockpit avait été de faire un cockpit qui, lorsqu'on n'utilise pas l'avion pendant un certain temps, on peut très facilement, un peu comme un ordinateur en fait, retrouver très facilement la méthode sans avoir à repotasser tous les cahiers. Et ensuite également de pouvoir utiliser 100% des capacités du système. Il y a beaucoup de cockpits précédents où il y avait beaucoup d'astuces pour aller chercher certaines fonctions qu'on oubliait, ce qui fait que dans certains cas, en fait, on utilisait l'avion à 50%, 60% de ses capacités. Et en mode dégradé en particulier, les cockpits anciens devenaient très difficiles à être utilisés. Celui-là a été conçu pour travailler de façon aussi simple en mode dégradé qu'en mode normal. Ça, encore une fois, c'est la sécurité. On a donc sur cet avion, on a des commandes de vol électrique. Donc on n'a plus de manches au milieu, on a des mini-manches sur les côtés, on verra après. Et donc ici on a ce qu'on appelle, c'est une souris inversée en fait, c'est un cursor control device, et donc qui permet d'interagir directement dans les écrans. On vient cliquer sur des champs pour faire des changements de mode, des changements de fonction, introduire des paramètres. Ce qu'on a mis aussi à bord de ce Falcon 8X, c'est un nouveau collimateur tête haute qu'on a appelé Falcon Eye, qu'on a développé à partir d'une feuille blanche complète. On avait déjà mis avant des collimateurs tête haute, des head-up display, sur les Falcon 2000, Falcon 900, qui permettaient de faire des approches catégorie 3 par très mauvaise visibilité, par temps de brouillard, entièrement à la main, jusqu'à 50 pieds de hauteur de décision, 300 mètres de visibilité, mais qui demande un entraînement très important et qui est extrêmement lourd à maintenir au niveau compétences pour les équipages. Et qui est très cher à certifier parce qu'on nous demande un nombre incalculable d'approches à faire dans tout un tas de configurations, vent, météo, etc., qu'on ne trouve pas facilement et qui sont très, 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 très longues à faire. Donc il y avait très peu de clients en fait, qui utilisaient cette capacité. Cette capacité avait été développée, pour la petite histoire, parce qu'il y avait un client italien qui habitait Milan. Donc Milan, c'est connu, il y a tout le temps du brouillard. Donc lui, il faisait des voyages, il arrivait à Milan avec son Falcon. Et puis, c'est la secrétaire, elle arrivait avec Alitalia. Alitalia avait l'atterrissage 4.3. Lui, dans son Falcon, il n'avait pas ça. Donc lui, il allait à Gênes et sa secrétaire se posait à Milan. Donc il avait les boules et donc il a demandé à ce qu'on monte un E3 sur son avion. C'est comme ça qu'on a développé le E3. Alors sur ce système-là, on est parti sur un autre concept qui demande moins d'entraînement et qui est plus efficace, qui est donc dans ce head-up display de projeter une image composite, faite d'une part d'une image synthétique du terrain,
Donc aujourd'hui, les calculateurs sont capables de produire une image synthétique extrêmement précise et qui peut se positionner, parce que le head-up display permet de voir le sol, le monde réel, à travers une vitre sur laquelle on projette à la fois les paramètres de pilotage, mais donc également d'autres vues, comme une vue synthétique du sol ou une vue à travers une caméra infrarouge qui est dans le nez de l'avion et qui va voir de nuit, et donc pouvoir donner une image du sol de nuit, un peu comme en plein jour, à part qu'elle est monochrome, mais également qui augmente la capacité de voir à travers les nuages. Donc lorsqu'il fait mauvais, qu'il y a du brouillard, en particulier les lampes, tous les points chauds vont sortir et être détectés par cette caméra beaucoup plus tôt que par nos propres yeux, ce qui permet de détecter la piste à des altitudes et des hauteurs qui sont plus hautes que lorsque c'est avec nos propres yeux. Donc là, ça permet de donner au pilote une appréciation à longue distance grâce à la vision synthétique du terrain. Donc s'il y a des montagnes en approche, eh bien, il verra qu'il est entouré de montagnes, ce qui psychologiquement est quand même mieux de savoir qu'on est entouré de montagnes si jamais on a une manœuvre d'évitement à faire, que lorsqu'on arrive dans un espace complètement noir, on ne sait pas ce qu'il y a autour. C'est un peu angoissant, ça s'appelle le trou noir. Et d'autre part, à partir d'une certaine altitude, d'une certaine hauteur, à ce moment-là, la caméra infrarouge détecte le sol de façon extrêmement précise et vient compléter cette image synthétique, parce qu'elle va donner une image réelle. L'image synthétique ne montre pas de nuages, l'image synthétique ne va pas montrer un animal sur une piste quand on va en Afrique, elle ne va pas montrer un autre avion qui est aligné sur la piste au moment où on va se poser, comme ça arrive parfois, alors que la caméra infrarouge, elle, va montrer tout ça et va permettre d'anticiper sur les événements. En aviation, la sécurité, l'anticipation, c'est un peu comme en voiture, c'est un des éléments essentiels de sécurité. Et donc sur ce mini-manche sur le côté, on a donc ajouté des nouvelles commandes qui permettent de gérer cette image dans le head-up display. Nouveau moteur sur cet avion, dérivé du moteur du 7X, donc fait par Pratt & Whitney, avec une poussée unitaire un peu plus puissante. Donc le moteur pousse un peu plus que le moteur du 7X et il consomme un peu moins. Donc Pratt & Whitney a fait des miracles et a bien réussi à faire un beau moteur pour nous. Donc voilà, maintenant que vous savez ce que c'est que l'avion, on va donc parler de ses essais en vol. Alors comme l'a rappelé Valérie, les essais en vol, ça ne consiste pas seulement à mettre un avion en vol, il y a tout un périple avant qui consiste à faire des essais sols, des points fixes avions, je vais pas revenir là-dessus, et des rouleurs basses puis grande vitesse. Le but, c'est de s'assurer que l'avion est sûr. Donc lorsqu'on va mettre l'avion en vol, on sait qu'il fonctionnera dans tous les modes normaux, et également tous les modes dégradés qui ont été revus. D'abord en essai sol, ensuite en point fixe. Les équipages, dans ces cas-là, participent, afin de commencer à connaître l'avion, ils participent au point fixe avion, ce qui permet de se rendre compte de la dynamique. On fait beaucoup de simulateurs, on fait beaucoup de travail en réunion sur toutes les définitions. Mais par contre, ce qui peut nous manquer, c'est toute la dynamique. C'est qu'on sait que les moteurs vont enrouler d'une certaine façon, mais le bruit et de voir la façon dont ça enroule, de déjà les voir au point fixe, ça va permettre de faciliter le travail du pilote quand il va se mettre en vol, où il aura encore d'autres tâches à faire en plus, puisque l'avion ne sera pas fixe. Ensuite, une fois que les points fixes ont été mis au point, on va commencer par rouler, on va le faire vibrer en vrai, donc on va commencer par le faire rouler à basse vitesse, pour tester les freins, pour tester que une fois qu'il est mis en mouvement, qu'il est mis par ses propres systèmes, eh bien, il n'y a pas de fuite, qu'il se dirige bien, qu'il freine bien, qu'il se comporte bien. Et puis ensuite, on prend confiance, on augmente la vitesse et on va jusqu'à un rouleur grande vitesse qui, en fait, a une vitesse qui permettrait de décoller l'avion. Et donc, ça s'appelle la levée de roulette. Donc, on va jusqu'à sur la piste, on lève la roulette, on voit que l'avion pourrait prendre très facilement son envol. Et puis après, on repose la roulette et on s'arrête. Donc, jusqu'à présent, les levées de roulette, c'est toujours, en fait, où on levait légèrement les roues principales. Et pour le 5X, moi j'ai fait le premier vol du 5X, on m'a dit il ne faut pas que tu lèves les roues principales. Donc je n'ai pas levé les roues principales. Que maintenant on est extrêmement surveillé, vous allez voir, par des ingénieurs qui surveillent tout. Ils savent tout sur ce qu'on fait et sur nous. Ça devient agaçant, mais c'est comme ça. Non, si ça. Donc tout ça, une fois qu'on est sûr de ça, à ce moment-là, on fait une grande réunion de sécurité où on réunit tout le monde, les ingénieurs, les techniciens, les compagnons, les pilotes,
depuis la haute direction jusqu'au au plus humble compagnon, et qui a participé. Et on pose une question à chacun. Est-ce qu'on est dans une grande salle comme ça? Est-ce que quelqu'un a un remords pour mettre l'avion en vol? Si une personne a un remords, eh ben, on va travailler dessus avant de mettre en vol. Si personne ne lève la main, eh ben, on va, dès que la météo est bonne, on va mettre l'avion en vol. Donc nous, les équipages, par rapport à ça, on va s'entraîner à faire ce premier vol dans des simulateurs qu'on a à Saint-Cloud, des simulateurs de développement, qui, avec les commandes de vol électrique, sont extrêmement fidèles. Sur le premier vol du 7X, je me souviens, le premier vol du 7X, en fait, on a retrouvé exactement le comportement qu'on avait dans le banc Falcon à Saint-Cloud, dans le simulateur, qui est pourtant un simulateur fixe, qui n'est pas aussi complet qu'un avion, mais on avait les mêmes sensations, c'est extrêmement fidèle. Ça signifie qu'aujourd'hui, tous les paramètres de qualité de vol et de l'avion, qu'on détermine à travers les calculs et la soufflerie, sont relativement précis, extrêmement précis. Il y a quelques endroits encore où ça diverge sur les basses vitesses et les grandes vitesses. Donc là, je vais vous présenter, il faut que j'aille cliquer là-dessus, le premier vol qui a eu lieu le 6 février. Alors, contrairement à ce qu'on a dit, je n'ai pas fait le premier vol du 8X. Moi, j'ai participé au premier vol du 7X, du premier vol du 5X. Mais c'est deux amis, Éric Gérard et Hervé Laverne, qui ont été l'équipage du Falcon 8X, qui ont eu l'honneur de mettre cette belle machine en vol. Vous allez les voir. C'est plus compliqué que le 8X. C'est bon. Et donc, je vais revenir. Ouais. Donc après ce premier vol, en fait, on croit qu'on a achevé, on a fait le maximum. Une fois que c'est parti, c'est vrai que c'est un moment extrêmement émouvant parce que c'est quand même une énorme période de travail pour tout le monde de mettre ce premier vol en l'air. Donc les compagnons que vous avez vus tous autour, les ingénieurs, sont extrêmement émus et extrêmement contents de voir que cet avion vole et vole comme ils l'avaient prévu, comme ils l'avaient conçu, comme ils y ont travaillé. Et c'est vrai que c'est une belle fête. Mais en fait, au niveau des essais en vol, c'est là où tout commence. C'est là, en fait, on va commencer le travail. Alors, ce premier vol a lieu, comme l'a dit Valérie, à Mérignac. Le deuxième vol consiste à emmener l'avion à Istres, où là vont débuter tous les vols de développement. À Istres, on fait tous les vols de développement. Les avions de combat font leur premier vol à Istres. Les avions civils ont toujours fait leur premier vol à Mérignac. Mais tous les vols de développement sont faits à Istres, où on a une facilité beaucoup plus grande. On est sur un terrain militaire. Il y a des installations d'essai liées à la présence du centre d'essai en vol de la DGA, une très très grande piste qui nous permet une certaine tranquillité. C'est un terrain militaire qui nous permet de travailler quand même très sereinement. Et il y a une météo là-bas dans le sud-est, malgré le Mistral, qui est quand même plus favorable que celle qu'on peut avoir ici. Donc qui permettent d'avoir des fois plus favorable. Et donc derrière, on va commencer la série des essais en vol, qui en fait les grands domaines, c'est les grandes phases, c'est l'ouverture de domaines de vol, les qualités de vol, et ces systèmes, les performances, des essais spéciaux, et à la fin la certification de l'avion. Donc je vais venir sur ce que c'est que l'ouverture de domaine et les qualités de vol. Donc en fait, une fois le premier vol, c'est un vol on vole vraiment
dans le milieu de domaine, parce là on est sûr, à peu près sûr que tout se passe bien dans le milieu de domaine, et donc qui permet de voir que les systèmes fonctionnent bien. Donc au départ on décolle, on ne rentre pas le train tout de suite, on ne rentre pas les volets tout de suite, on garde une vitesse relativement faible, et puis on vérifie que l'avion il ne se comporte pas trop mal, que l'essence coule normalement, qu'il n'y a pas de fuite, que ça pressurise, que l'air conditionné fonctionne, enfin que tout marche bien. On est accompagné, vous avez vu, par un avion extérieur qui, si on a un problème, peut venir voir. Jusqu'à présent, le premier avion, je pense que même, je ne sais pas si c'est le 8X, on avait toujours un switch de portes qui sont difficilement ajustés parce que l'avion, lorsqu'il est pressurisé et lorsqu'il est en vol, il se déforme un peu. Et les switches qui indiquent qu'une porte est ouverte ou fermée, ils sont pas forcément, ils sont ajustés au sol. Et puis c'est la première fois qu'on le met en vol qu'on détermine les ajustements en vol. Et en général, très vite, au fur et à mesure qu'on monte, on a ce petit switch qui nous dit « Ah, il y a une porte ouverte ». Alors on sait très bien que la porte n'est pas ouverte. Mais bon, la sécurité le fait, ça allume une lampe rouge, on fait venir l'avion, il vérifie que la porte n'est pas ouverte, on écourte le vol, parce qu'il faut quand même aller vérifier qu'on peut revenir se poser. Donc on va aller vérifier les qualités de vol avant atterrissage de l'avion, avant de venir se poser réellement, pour être sûr que l'atterrissage se fera de façon sûre. Ça, c'est le premier vol. Et après, on va ouvrir petit à petit ce domaine, le domaine en basse vitesse. Donc, c'est là qu'on va faire les très hautes incidences, petit à petit, et chercher les très hautes incidences, qui vont permettre de déterminer également les performances d'atterrissage, puisque la vitesse d'atterrissage va être déterminée par rapport à l'incidence maximum qu'on peut avoir. Donc la vitesse minimum qu'on peut avoir. Et puis on va aller ouvrir le domaine à très grande vitesse, la vitesse max. Le Falcon 8X, c'est un avion qui peut croiser jusqu'à 0,9 de Mach. Je sais pas ce que, donc le Mach 1, c'est la vitesse du son. À partir d'au-dessus de Mach 1, on est supersonique. Le Concorde faisait Mach 2 plus. Tous les avions qu'on fait aujourd'hui sont subsoniques, ils volent sous la vitesse du son. Donc on vole à 0,9, assez proche de la vitesse du son. Sachant qu'à partir de 0,9 de Mach, peut-être qu'en 95 de Mach, la résistance et le mur du son a passé, en fait, une espèce de résistance devant qui fait que c'est pas intéressant de voler là parce qu'il faut beaucoup de puissance pour avancer à peine plus vite. Donc 0,9, 0,92 de Mach. 0,9 de Mach est une vitesse qui est raisonnable. Et donc pour aller ouvrir 0,9 de Mach, autoriser les clients à voler à 0,9 de Mach, nous on va aller ouvrir plus loin, de façon à ce que si le client dépasse un peu la vitesse, on est sûr que son avion est sûr, et donc on doit aller voir un peu plus loin. Donc sur cet avion, on est allé jusqu'à Mach 98, on fait ça. Alors sur un Falcon 8X, qui est quand même un avion optimisé, donc il n'a pas un surcroît de puissance, donc il ne prend pas 0,98, 18 de Mach en palier, donc ça fait des piquets qui sont assez rigolos. Et on vérifie également les qualités de vol, c'est-à-dire comment se comporte l'avion. C'est-à-dire qu'il a un comportement sain, que lorsqu'on le fait virer, on veut le faire virer à gauche, il vire à gauche, que quand on veut aller à droite, il va à droite. C'est pas un cheval fou qui fait n'importe quoi. Donc ça, c'est les qualités de vol. Et au fur et à mesure, donc les qualités de vol ont déjà été déterminées un peu au simulateur. On a permis d'avancer beaucoup de choses. Là, on va conforter tout ce qu'on a trouvé au simulateur. Là où on avait des doutes sur certains cas, on va les conforter. Souvent, en général, ça se passe mieux en vol qu'au simulateur, parce qu'au simulateur, on n'a pas de sensation. Donc, on fait toutes les sensations viennent des yeux. Donc, tous les retours d'informations viennent des yeux. Alors que quand on est dans un avion, c'est comme vous sur votre vélo, sur vos skis, vous avez des sensations extérieures, ce qui fait que vous êtes capable de corriger instinctivement, simplement par le retour des impressions que vous avez. Donc, ça aide le pilotage. Donc, en général, l'avion qui est déjà très bien au simulateur, en vol, il est souvent mieux. Et donc, on vérifie tout ça dans des modes normaux, mais également dans des modes dégradés, puisqu'on doit vérifier qu'une simple panne ne gêne pas du tout le fonctionnement de l'avion. C'est-à-dire que les avions sont conçus pour qu'une simple panne ne les gêne pas, ils peuvent continuer le vol en toute sécurité. En particulier, il a 3 moteurs, donc l'avion est conçu pour voler sur 2 moteurs. L'avion peut perdre un moteur au décollage et aller jusqu'au bout sans aucun souci. Donc, une fois qu'on a déterminé tout ça, ça permet déjà de faire quelques évolutions supplémentaires et d'aller plus loin pour aller pouvoir tester les systèmes de l'avion. Donc, ça a permis d'aller au Salon du Bourget pour présenter l'avion et commencer à essayer de le vendre. Donc là, c'est le Salon Bourget 2015.
Voilà, donc ça permet, vous voyez, un peu la manœuvrabilité de l'avion, comme intéressante. C'est un avion qui est extrêmement agréable aux commandes, très très souple, et qui a une précision incroyable, qui permet de faire n'importe quoi, et qui permet en particulier d'aller se poser. Oui, on peut faire une baraque si on veut, il n'est pas limité comme les Airbus, on peut faire une baraque. On ne va pas passer un looping. Là, les commandes de vol interdisent de passer le looping. Mais bon, mais on peut quand même. En général, le problème du Bourget, c'est qu'on a un avion qui est relativement neuf comme là, donc il a des beaux becs de bord d'attaque qui sont impeccables. Et puis on tire beaucoup de jets. Les becs, il y a des becs qui sortent automatiquement lorsqu'on prend beaucoup d'incidence pour permettre d'en prendre un peu plus et d'éviter de décrocher l'avion. Et en général, quand ça passe ça, les becs, ils n'ont pas la même façon de fléchir que la voilure. Et en général, ils sont dans un matériau qui est moins souple. Et de temps en temps, ils font clonk. Et donc, c'est là où on voit qu'on a tiré un peu trop parce qu'on revient, on a des petits clonks dans les becs. Mais ça vole très bien quand même après. Suivante. Après, donc à partir de là où on a quand même pas mal ouvert, on va pouvoir essayer tous les systèmes et faire les performances de l'avion, donc d'aller vraiment aux limites à ce moment-là. Donc les essais systèmes, donc c'est vérifier que tout le système fonctionne bien dans tout le domaine de vol, donc en fonctionnement normal et en fonctionnement dégradé. Et les performances, ça c'est important puisque c'est ça, on a vendu un avion qui est capable de faire une certaine distance, de décoller d'une certaine longueur de piste et de se poser sur une certaine longueur de piste, avec ou sans panne. Et donc là, ça demande beaucoup d'essais, puisque les performances sont calculées de façon paramétrique. Au début, elles sont calculées de façon théorique. À partir de là, nous, on fait énormément d'atterrissage, on fait une moyenne, on rajoute un tout petit coefficient de sécurité de dispersion, et comme ça, on recale les modèles, et c'est comme ça qu'on remplit ensuite les manuels perfo qui vont permettre aux équipages de décoller, se poser de n'importe quel terrain, quelle que soit la température, l'altitude du terrain, et la force du vent, etc. Dedans, il y a un certain nombre d'essais, en particulier de freinage, de vérifier que les freins fonctionnent bien. Donc là, on va voir, c'est un essai qui est assez difficile, je vais expliquer pourquoi. Le but, c'est de démontrer que l'avion, s'il décolle à la masse maximum, il doit, en fait, quand on décolle, on a une vitesse de décision. Si on a une panne avant une certaine vitesse, on ne continue pas le décollage, on s'arrête. Et si on a une panne au-dessus de la vitesse donnée, à ce moment-là, on risque de ne pas avoir assez de piste pour continuer le décollage, en particulier en panne moteur. Et dans ce cas-là, on continue. Ça s'appelle une vitesse de décision. Et donc, il faut qu'à la vitesse de décision, à la masse max, on puisse s'arrêter dans la distance donnée et surtout que les freins puissent absorber l'énergie d'arrêt. Donc, on fait un essai réel. On est obligé de faire un essai réel comme ça. Et là, ça se joue à très peu. Donc, les vitesses sont calculées et on a des ingénieurs remarquables. Vous verrez pourquoi. La vitesse, elle est calculée à 1 nœud près, 2 km/h près. Et l'équipage doit effectivement commencer à freiner, arrêter d'accélérer et commencer à freiner exactement à cette vitesse. Une petite erreur en moins fait que l'essai n'est pas réussi parce qu'on n'aura pas atteint l'énergie max. Donc on aura fait tout ça pour rien. On ne l'aura pas démontré. Si on va un peu trop loin, on va dépasser l'énergie max et ça peut avoir des conséquences extrêmement fâcheuses et très coûteuses sur l'avion. Donc ça, c'est l'essai à énergie max sur le 8X qui a lieu à Istres. Alors, l'avion, en fait, là, à un moment, il y a la vitesse, on commence par freiner, on se met debout sur les freins, on réduit les gaz et on s'arrête. On n'a pas d'utiliser la reverse, rien du tout. Le but, c'est de dégager, mais vous voyez, à peine dégagé, les roues commencent déjà à se dégonfler, en fait. Les freins sont tout rouges et les roues sont déjà en train de se dégonfler. Parce que toutes les roues sont équipées de fusibles thermiques, exprès pour éviter que les pneus n'éclatent. Donc, lorsque le fusible est à une certaine température, les roues se dégonflent.
et comme ça, elles n'éclateront pas. Parce que l'éclatement des pneus, ça peut être, il y a des morceaux métalliques, c'est des vraies bombes. Et après, les pompiers arrivent et viennent refroidir. Donc si on va un peu trop vite, les freins prennent feu. Là, ils sont rouges. Il n'y a pas eu de flamme du tout. L'exercice a été remarquablement bien fait. Ça veut dire que les données au départ ont été parfaites et l'exécution a été parfaite. Il est arrivé déjà, alors pas sur nos avions, mais il faut regarder, il y en a un qui est assez intéressant, c'est l'Energy Max d'un Airbus, un A340-600 je pense, qui a été fait, où ils se sont trompés, ils ont été un peu trop vite. Là, les freins commencent à prendre feu, il y a tout qui prend feu là. Et donc certains pneus ne sont pas dégonflés, il y a des pneus qui explosent, les pompiers ne peuvent pas s'approcher, parce que c'est des vraies bombes. Et là, l'équipage ne pouvait pas descendre non plus, personne ne pouvait aller dehors, personne ne pouvait approcher l'avion. C'est assez spectaculaire. Et nous, comme on a une très bonne équipe, on a de très bons ingénieurs, jusqu'à présent, je touche du bois, ça s'est toujours super bien passé. Et donc, une fois qu'on ça, c'est tous les essais normaux. Puis après, on va faire les essais spéciaux qui sont particuliers. Alors, sur 7X, on avait fait des essais temps froid, on avait fait des essais temps chaud. L'avion est certifié par des températures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des nouveaux clients, on a des clients russes en particulier. Et certains, ils prennent leur avion, ils vont à Novosibirsk, où il fait moins 40 pendant une grande partie de l'année. Ils arrivent, il n'y a pas de parking de garage chauffant, rien du tout. Ils posent leur avion sur le parking, ils vont là-bas et ils le laissent dehors, pas moins 40 avec la neige, etc. Donc, les avions, il faut qu'ils soient capables de résister à ça. Donc, on va faire des campagnes temps froid. On va au Canada pour ça, nous en général, parce qu'on pourrait aller en Russie, mais l'intendance est un peu moins bonne et c'est un peu plus compliqué, il faut des autorisations. Et en cas de panne, parce qu'on a régulièrement des cas de panne, il y a de la mise au point à faire pour le temps froid, c'est assez violent pour l'avion. Alors en fait, le but, on va à un endroit où il fait très très froid, moins 40, moins 45, moins 50. On laisse l'avion se refroidir pendant 24 heures. Et au bout de 24 heures, tout est à la température extérieure, donc moins 45, l'huile, tout, etc. Alors quand on arrive à l'avion, c'est assez désolant parce que tous les joints se sont rétractés, l'hydraulique a coulé, donc on revient, alors il y a de la neige par terre, et puis on voit tout un tas de liquide rouge par terre, on se dit putain, tout est cassé, ça n'a rien qui va marcher. Après on nous dit non, les compagnons sont très forts, ils nous disent c'est normal, et donc on peut y aller. Et là, par moins 45, on va monter dans l'avion, dedans il fait moins 45, les sièges sont à moins 45, la carlingue, tout est à moins 45, on est bien équipé. À moins 45, vous posez votre doigt comme ça sur la carlingue, il reste collé. Donc vous êtes bien équipé. Et instantanément, il y a la cabine qui se couvre de givre avec la respiration. Donc le sol devient une patinoire, parce qu'au moins 45, vous avez une patinoire, parce qu'on n'a pas de moquette, nous, dans nos avions d'essai. On a une espèce de plancher. Donc voilà, donc on y va en glissade jusqu'au cockpit. Et puis on va démarrer l'APU. Et là, c'est miracle quand même. Pareil, je bénis toujours les ingénieurs. Ils font des trucs qui, l'huile doit être figée comme je sais pas quoi. On appuie sur le bouton et l'APU, donc c'est un petit générateur d'auxiliaire d'air chaud et d'électrique qui permet de démarrer les moteurs et de préparer l'avion. Et l'APU démarre au miracle. Et puis là, on réchauffe l'avion petit à petit. Et après, on met tout l'avion en route, on va en vol, on vérifie que tout va bien. On fait la même chose en temps chaud. Temps chaud, c'est pas mal. On va dans le sud de Tunisie, en plein été. On laisse l'avion pareil dehors jusqu'à ce qu'il fasse l'avion soit 60 degrés à l'intérieur. À l'extérieur, je ne vous dis pas, on peut faire cuire des œufs tranquille. Et après, on part en vol. Et pour augmenter encore la chaleur, on se met en vol et on fait du vol en très basse altitude à la vitesse max pour augmenter la température d'impact. Donc l'avion est déjà à moins 60, on augmente la température d'impact pour voir que l'huile des moteurs se refroidit bien, que tout va bien. Et en Tunisie, c'est bien parce qu'il n'y a personne pour nous surveiller, il n'y a pas de radar, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de cacahuètes. Donc on fait du saut de chameau, c'est vachement sympa. Et d'autres essais spéciaux consistent ensuite à les montrer. Donc il y en a un qui est important, qui me permet de qualifier l'avion. Donc les Falcon sont des avions qui se posent très doucement, qui ont des capacités donc, de qualité de vol qui permettent d'aller partout. Donc nos avions sont les seuls, par exemple, qui sont capables d'aller sur des petits terrains comme la Mole, comme des avions comme le 8X, de la taille du 8X. Les gros concurrents n'y vont pas. Ou Lugano, en Italie, sur des stations, des endroits assez huppés, on va dire, mais où nos clients vont et ont besoin d'aller. Et également à London City, qui est une espèce de porte-avions en plein centre de Londres, qui est une petite piste, mais qui est entourée d'immeubles. Et on nous demande d'atterrir avec des pentes importantes. Ça s'appelle une forte pente. Donc il faut qualifier les flux en forte pente. Et donc on a une qualification spéciale pour faire ça. Donc là, je vais vous montrer le vol à London City. Donc voilà, vous voyez l'entourage de London City, avec des gros immeubles. C'est assez impressionnant, mais c'est magnifique.
Ouais, alors il y a une grosse pente au décollage parce qu'en fait, il y a des riverains autour, et ça fait du bruit des avions. Donc on a des normes anti-bruit, des trajectoires anti-bruit extrêmement strictes à respecter. Il y a des micros tout autour. Et en fait, les avions, ils comptabilisent un niveau de bruit par type d'avion. Et lorsqu'il y a un quota qui est donné pour un type d'avion, et lorsque le quota est atteint, ces types d'avions-là ne peuvent plus venir. Donc ça pénalise tout le monde. Donc il faut faire très attention au décollage. Et donc on a mis au point une méthode de décollage qui permet de passer au-dessus des micros et des gens en faisant le moins de bruit possible. Alors sur la piste, c'est pas beaucoup de bruit, donc on se met en bout de piste, on met plein gaz sur frein. On a une masse max au décollage qui est liée en fait avec tous les immeubles. Si on perd un moteur, il faut quand même pouvoir passer au-dessus des immeubles. Ce serait bête de terminer dans un bureau. Donc on a une masse max qui est quand même, on n'est pas la masse max complète. Et à partir de là, on monte jusqu'à 400 pieds. Et puis à 400 pieds d'altitude, on enlève une grosse partie des moteurs. Et puis après, on réduit la pente comme ça. Et là, les moteurs font plus de bruit du tout. Et les micros ne nous entendent pas. Et donc, du coup, c'est vrai, le Falcon 7 et le Falcon 8X, ils sont classés au même niveau que les turbopropulseurs à hélice qui font beaucoup moins de bruit que les réacteurs. Mais ils nous ont quand même mis dans les réacteurs les moins bruyants. Ils ne veulent pas nous mettre au milieu des avions à hélice. Ils ont raison, mais quand même, ce serait pas mal. Et alors, le 8X est le seul avion au monde qui fait London City, New York direct. Il n'y a pas d'autre avion qui est capable de faire London City, New York direct. Et après, on arrive, une fois qu'on a fait tout ça, on va certifier l'avion. Donc l'avion, il est construit, essayé, et il est livré ensuite, en sachant qu'il répond à des normes de certification. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a des normes dans la fabrication, mais il y a des normes également dans les qualités de vol de l'avion, dans son comportement, dans son fonctionnement. Il y a des normes en Europe qui sont éditées, c'est des règlements, par l'EASA, qui est l'Agence européenne de sécurité aérienne, aux États-Unis par la FAA, la Federal Aviation Agency, qui sont les deux gros pôles côté ouest de l'océan et côté est de l'océan. Et donc, on va certifier en fait en commun. L'avion étant français, il y a une certification primaire qui est faite par l'EASA. Et les Américains font confiance à l'EASA sur un certain nombre de points. Et ils viennent ponctuellement vérifier quelques points qui sont différents ou qu'ils veulent voir absolument. Mais donc, il y a une partie des vols qui sont faits avec les pilotes d'essai et les ingénieurs d'essai de l'EASA qui viennent voler avec nous, qui vérifient que la façon de travailler et la façon dont on fait les essais pour démontrer les perfos, etc., sont corrects au process qu'on a défini, mais qui viennent également vérifier de visu que le comportement de l'avion est bien comme on le décrit. Et donc, ils font les fonctionnements normaux. Les fonctionnements anormaux, ils vérifient tout, les procédures, etc. Donc là, on a un petit film où on fait un essai de fumée, de feu dans la cabine, où en fait, il y a un déplacement de fumée, et donc avec les certificateurs. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant, et qu'il faut mettre en place un certain nombre de procédures de façon à pouvoir garder l'appareil et contrôler le feu s'il y en a un. Non, c'est pas coupé encore. Je coupe ou pas? Pardon. On a trouvé. Alors, vous avez beaucoup de fumée. La fumée est artificielle, et bien effectivement, c'est pour ça que je ne coupe pas, parce qu'il y a quelqu'un qui fait de la fumée. En fait, c'est de la fumée type boîte de nuit, hein, on n'a rien inventé. On crée la fumée comme ça dans le cockpit. Mais du coup, l'équipage voit la fumée. Et donc, la première chose, la première action, c'est de sauvegarder l'équipage. Donc, c'est de mettre le masque. De façon, parce que si l'équipage est mort, ben dans ce cas-là, de toute façon, on perd l'avion. Donc, première chose, c'est sauvegarder l'équipage. Et ensuite, application des procédures. Et puis sauvegarder les passagers quand même aussi, à la mesure du possible. Et donc après les procédures sont appliquées, et donc à gauche là, il y avait un pilote certificateur, à droite un pilote d'assaut, et donc le pilote certificateur vérifie que les procédures sont correctes. Parce qu'une fois qu'on a trouvé l'origine du feu, qu'on est capable de l'arrêter par les procédures, ce qu'il faut, c'est évacuer la fumée. Donc on vérifie que dans un temps donné, il y a un temps prévu, la fumée va s'évacuer effectivement et permettre de retrouver une certaine visibilité dans le cockpit. Ah oui, celui-là il est compliqué celui-là.
Yes. Donc quelques chiffres. On a fait donc 375 vols pour d'essai, dont 160 en certification. 705, ça représente 750 heures de vol, dont 215 en certification. On a atteint 51 000 pieds. La vitesse max, 405 nœuds démontrés. L'avion, lui, donc, est limité à 370 nœuds. Un bandeau rouge à 370 nœuds. Et donc un max de 98, sachant que les utilisateurs ne peuvent pas dépasser 0,90 de Mach. Voilà ce que ça représente. On a fait beaucoup plus sur le 7X avant, mais comme je vous l'ai dit, ça a servi pour cet avion. Et donc une fois que l'avion est certifié, on va le commercialiser. Et là, pour le 8X, ce qu'on a fait, c'est que pour être sûr que notre avion était mature, en fait, on a fait une campagne de fiabilisation. Donc on a fait le tour du monde dans toutes les conditions possibles, des vols longs, des vols courts, des endroits froids, des endroits chauds, avec des fois 4 vols, 5 vols par jour, des fois en laissant l'avion sécher à un endroit donné, un peu comme ferait le client. Et qui a donné, c'était une belle aventure, mais qui a été faite à tambour battant. Allez voir. Et on a parcouru le monde et ça a permis également de montrer l'avion dans le monde entier parce que beaucoup de clients l'attendaient. Voilà, donc c'est la première fois qu'on faisait un truc aussi long sur le 8X et ça a payé puisqu'aujourd'hui les 8X sortent extrêmement matures et les clients sont extrêmement contents de cet avion. On n'avait pas eu cette chance sur le 7X, on a eu quelques déboires au début. Mais là, les clients sont très contents. Et donc, ça se fait connaître. Et aujourd'hui, le 8X est quand même relativement très, très apprécié. Et donc, en particulier chez nos nouveaux clients, chez les Chinois, parce que chez les Chinois, alors les vendeurs, c'est ce qu'ils nous disent. Le problème en Chine, c'est de trouver, de déterminer qui peut acheter un avion. Parce que les milliardaires, ils poussent comme des champignons. Donc, il faut vite trouver où sont les champignons et aller les voir pour leur demander s'ils ne voudraient pas acheter un 8X. Et donc, il a fallu démontrer qu'on était capable nous, on démontre on dit ce qu'on fait et après, on fait ce qu'on dit. Et donc, on a fallu démontrer qu'on était capable de faire un Singapour-Paris direct. Alors, Singapour-Paris, c'est très contraignant comme vol parce qu'à Singapour, on ne décolle pas de l'aéroport international qui a des grandes pistes, mais qui est très encombré, qui est gênant. Il y a un petit aéroport d'affaires qui s'appelle Changi. Et donc, on décolle de là où la piste est courte. Et à Singapour, il fait toujours très chaud. Donc, il fait 30 degrés. Même la nuit, il fait chaud. C'est sous l'équateur. Et donc, le problème, c'est que, terrain chaud, ça veut dire que les moteurs poussent moins. Quand il fait chaud, les moteurs poussent moins, il y a moins de poussée. Donc, c'est plus pénalisant pour la performance de décollage. Et d'autre part, le carburant qu'on va mettre à bord de l'avion, c'est du carburant qui va être à 30 degrés, qui va être chaud. Donc, c'est-à-dire qu'il va avoir un volume plus important que s'il était à moins 40. Donc, en fait, on met moins de carburant. Donc, c'est-à-dire qu'on décolle pas avec les pleins carburants en masse, puisqu'on calcule des pleins carburants en masse, non pas en volume, mais le volume, lui, il est constant. Donc, en fait, on met moins de masse, on met moins de carburant. Donc, on décolle
avec moins de carburant que prévu, et en plus on a tous les vents de face en face à nous. Mais l'avion fait ce qu'on a dit. Donc voilà, 6350 nautiques. On n'a pas fait les 6450 parce qu'on n'avait pas le plein carburant. Il nous manquait ce plein carburant au départ. Mais donc, si on a température, pour ça, les perfos se calculent avec des températures standards. Là, on est largement au-dessus du standard, donc on a perdu 100 nautiques. Et donc, 14 heures de vol. Donc, l'équipage était bien rincé à l'arrivée, mais successful quand même. Et après, on a fait mieux. On a fait même Singapour-Londres. On a réussi à faire Singapour-Londres depuis, qui augmente encore la distance, qui était important. Voilà, merci pour votre attention. Qui est branché d'ailleurs. Comme ce matin avec les jeunes, passionnant. Vous êtes passionnés, quoi. Voilà, félicitations. Valérie, c'est pareil, je crois que c'est splendide. C'est un beau métier. C'est presque le vôtre, en fait, celui-là. Non ? Vous avez la clé de contact dans votre poche ? Voilà. Donc, on a un petit peu de temps puisque vous reprenez l'avion tout à l'heure pour Paris. Hein, donc, on va pas vous faire rater cet avion-là. Donc, les questions, voilà. J'ai le micro. La première question. Hop, j'arrive. Moi, j'avais une question concernant donc le métier d'ingénieur de piste, parce que vous mentionnez donc les ingénieurs qui sont aux côtés des pilotes sur le site d'Istres. Mais en tant que jeune ingénieur, justement, je me pose la question qu'est-ce que ça peut, à quoi ça peut ressembler par rapport à des métiers dont on entend plus parler, comme ingénieur de prod ou ingénieur conception? Tu veux répondre? Il y a les ingénieurs de... Bonjour. Ingénieur de prod, ingénieur de piste, c'est quand même assez proche, hein, parce que c'est s'occuper des avions. Donc l'ingénieur de piste, il va suivre l'avion, bien sûr en essai en vol. Alors, après l'ingénieur de piste à Istres, là il va suivre, il va définir l'ordre d'essai. Hein, et donc il y a une relation très très proche avec le pilote, hein, pour définir l'ordre d'essai, etc. Donc ils ont des métiers certes des différents, mais la formation de base peut être la même. Hein. Bon, c'est pas un ingénieur de production, il fera plus, il va s'occuper de l'avion en cours de fabrication. Après, mais pareil, dans la fabrication, il y a les essais sols, ça reste quand même très proche. Les gens tournent, hein, de toute façon. Hein. Les gens tournent en fait. Hein. Il y a des gens qui sont à un moment donné ingénieurs de piste, ingénieurs de prod, après ils sont ingénieurs en essai en vol. Ils tournent, ce qui est bien parce qu'ils connaissent toutes les différentes facettes. Donc ils connaissent les problèmes de l'un, c'est-à-dire qu'en essai en vol, les avions arrivent de la piste. Donc plutôt qu'il vaut mieux comprendre les problèmes de la piste, pourquoi ils nous livrent un avion en retard,
plutôt que de piétiner en disant mais l'avion il devrait être là sur le parking, pourquoi il n'est pas là? Et donc quand on connaît leurs problèmes, c'est plus facile de comprendre ce qui se passe. Et inversement, quand nous on ne part pas en vol pour une raison donnée, ou lorsqu'on a un avion avec tout un tas de problèmes qui disaient l'avion il est bien, lui non, là, ton avion il n'est pas bien, s'ils ont fait de la production des essais en vol, ils comprennent ce qu'on dit, quoi. Donc ça permet des gens qui tournent comme ça d'améliorer énormément l'ambiance de travail et l'efficacité générale de la société. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question qui est peut-être un petit peu naïve. Pourquoi aujourd'hui, dans un contexte où en aéronautique, de manière générale, on a tendance à enlever des réacteurs, passer par exemple d'un quadri à 2 réacteurs sur l'aviation type un 777 ou un 350 par rapport à un 747 ou un 380, pourquoi vous, aujourd'hui, Dassault, vous maintenez des tri-réacteurs, alors que par exemple, vous mentionnez vos concurrents type Bombardier ou autres, qui sont eux à 2 réacteurs sur des modèles qui sont plus gros. Quelle est la raison, quoi, voilà. C'est des raisons un peu historiques, c'est-à-dire que c'est une marque de fabrique de Dassault de faire des trimoteurs. Il y a énormément de clients qui nous achètent nos avions parce qu'ils sont des trimoteurs. En fait, on a beaucoup de gens qui ont peur en avion. En fait. Ouais, ça rassure beaucoup, ont peur en avion. Et donc de savoir qu'il y a 3 moteurs, ils sont plus rassurés que 2 moteurs. Oui, parce que sur le plan technique, moi, on me pose la question, on me dit est-ce qu'il vaut mieux faire un bimoteur ou un trimoteur? Donc ceux qui ont dit qu'il faut faire du trimoteur par passion, c'est vrai que je leur dis... Moi, j'ai autant confiance dans un bimoteur, dans un trimoteur, parce que quand on va faire l'avion, on va le concevoir pour qu'il puisse avoir le même niveau de sécurité sur 2 moteurs que sur 3 moteurs. Voilà. Moi, on fait du bi et du tri, on n'a pas vu de grande différence. C'est sûr qu'un trimoteur, en fait, il promène un moteur de rechange. C'est-à-dire qu'un trimoteur, là, au décollage, vous pouvez décoller, perdre un moteur, et vous pouvez quand même aller à la destination, parce que vous allez moins consommer, vous allez voler moins haut, moins vite, donc les 2 autres moteurs vont consommer relativement plus que s'il y en avait 3, mais comme il n'y en a que 2 qui tournent, globalement c'est la même chose. Donc vous pouvez aller jusqu'au bout. Et bien après, il y a des avantages effectivement du trimoteur. Après il y a des inconvénients aussi. 2 ? Oui. Oui, c'est plus une question. Tout d'abord, bonsoir. C'est plus une question axée sur la défense nationale. On a vu que la France était engagée sur des théâtres d'opération. Est-ce que c'est une volonté aujourd'hui que Dassault ne soit pas au rendez-vous avec les drones? Avec les drones, justement, il y a quand même une forte action. On a été moteur puisque le Neurone, qui est un drone de combat, a été lancé sur une initiative quand même au départ, alors c'est des fonds européens, mais sur une initiative de Dassault, de façon à justement, comme l'expliquait Valérie, de façon à pouvoir maintenir notre avance en matière de savoir-faire, connaissance des nouvelles technologies. Donc le Neurone, comme a dit Valérie, c'est un avion qui est stealth. Vous avez vu, il n'a plus de dérive, donc au niveau des commandes de vol en particulier, c'est un gros challenge. Donc on a démontré avec cet avion-là qu'on sait contrôler un avion sans dérive, maintenant avec des braquages différentiels et de la traînée induite. On est capable de contrôler le lacet de l'avion. Après, on a démontré, parce qu'il fallait une capacité stealth, de ne pas pouvoir voir l'avion, donc cet avion, il l'a démontré. Et ça, c'est une connaissance technologique qu'avaient les Américains, qu'ont un peu les Russes, mais qu'ont surtout les Américains. Et si on ne veut pas se laisser distancer, si on veut pas, justement, c'est stratégique, il faut bien qu'on y travaille. Après, Dassault, comme l'a dit Valérie, c'est une petite société avec les fonds qu'elle a. Donc, on n'a pas la capacité des grosses compagnies américaines. Donc, derrière, il faut trouver les fonds. Donc, il faut convaincre après des fonds, l'Europe, de financer ce genre de recherche. Les Américains, ils n'hésitent pas. Il y a la NASA, elle finance énormément. Il y a un gros déséquilibre entre l'Europe et nous à ce niveau-là. C'est pour ça que, globalement, à certains endroits, on a quand même du retard. Il faut reconnaître ce qui est. Après, c'est une volonté. Sur le Romal aussi, avec, sur un drone de surveillance. Donc on est sur des études aussi de ce type-là. Donc toujours pareil, c'est vraiment une optique de maintien de compétences et de rester quand même présent sur ce créneau. Parce qu'effectivement, l'aviation de combat de demain, il y aura des avions avec des pilotes, des avions sans pilote. Enfin tout ça, c'est stratégiquement, il y aura certainement la place pour tout le monde. Mais oui, on y est aussi, mais plus dans le cadre d'études. Oui. Ouais. Oui, tout d'abord, merci pour les excellentes présentations. Je vous en remercie beaucoup. Une question qui doit quand même assez être compliquée parce que quand on fait des avions, c'est pour les vendre. Hein, et identifier les besoins, j'écoutais tout à l'heure, identifier les besoins de clients individuels aussi divers qu'on peut avoir,
pour essayer de créer un avion qui répond au mieux au maximum de besoins, au moindre coût, pour pouvoir le vendre, est-ce que c'est quelque chose de facile? Non, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Ouais. Par rapport à des compagnies, par exemple, par rapport à des avions qui sont destinés à des compagnies dont on identifie bien les clients, quoi, je dirais, la destination, là, c'est quand même, ça doit être quand même assez particulier, non? Oui, mais là, on est un peu quand même sur la même longueur d'onde que les compagnies aériennes, puisqu'en fait, c'est les compagnies aériennes, les clients qui vont demander. Aujourd'hui, avec l'émergence de tous les clients asiatiques, chinois, qui ont besoin d'aller très très loin, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne super bien, c'est les avions ultra long range. Aujourd'hui, Bombardier et Gulfstream sont des avions qui vont à 7500 nautiques. Je pense que cette tendance, elle est dans ce sens-là aussi. Aujourd'hui, les airliners, ils partent pour des vols qui font 18 heures de vol. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie tendance dans ce sens-là, à faire des avions qui vont loin. Après on le découvre en fait petit à petit, en fonction en allant voir les gens. En fait, les clients, nos vendeurs parlent sans arrêt avec eux. Ils savent en gros ce qu'ils voudraient avoir. Et puis malgré tout, souvent, c'est le besoin. Il y a des gens qui achètent un Falcon qui avant faisait des petits trajets. Puis le jour où ils achètent un Falcon qui est sur le marché parce qu'ils ont les moyens et que l'avion leur plaît, ils l'achètent et ils ont des capacités d'aller beaucoup plus loin. Et du coup, eux-mêmes, d'un seul coup, ils se découvrent des capacités pour aller plus loin. Ils font du business, du coup, beaucoup plus loin. Et ils découvrent d'autres choses, quoi. Donc ça va un peu dans les deux sens. Bonsoir, merci beaucoup à vous deux pour vos présentations qui étaient à la fois passionnantes et très intéressantes. On voit apparaître dans le sillage aéronautique des projets d'avions d'affaires supersoniques et également dans l'aviation civile commerciale. Se pose également la problématique de l'électrification avec des propulsions hybrides. Est-ce que ce serait sur le long terme un projet de Dassault Aviation de créer par exemple un Falcon S pour un Falcon supersonique ou un Falcon H pour hybride? Alors, le supersonique, on y a travaillé il y a pas mal d'années. On avait fait un avant-projet sur un Falcon supersonique. Et en fait, l'étude avait montré qu'à ce moment-là, on n'avait pas de moteur. Parce qu'on sait faire des moteurs qu'avions supersoniques, puisqu'on fait des avions de combat qui sont supersoniques. Mais les contraintes qu'on va demander ne sont pas les mêmes. Un client particulier civil, il ne va pas accepter de faire une maintenance toutes les 500 heures. Aujourd'hui, c'est 3000 heures de vol avant de faire une maintenance à moteur. Donc, il faut trouver des moteurs qui sont capables de faire voler un avion supersonique, qui ont des cycles de maintenance qui sont équivalents à aujourd'hui. Il n'y en a pas sur le marché, donc il faut les développer. Donc il faut trouver un motoriste qui accepte de développer le moteur. Aujourd'hui, il y a des projets, et aujourd'hui, ils se heurtent à ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de moteur pour faire des avions supersoniques. Il n'y en a pas. Donc ça, c'est un des soucis. L'autre souci qu'on avait, alors, au niveau financement, il n'y avait pas de souci, parce que des clients qui sont prêts à acheter 150 millions un avion, il y en a plein. Donc il n'y a pas de souci financier. Par contre, il y a des soucis de l'image. C'est comment on s'est posé la question, c'est-à-dire que ça va être des avions qui vont consommer énormément, qui vont voler très haut, parce que supersonique, de façon à consommer moins, comme Concorde, ça va voler entre 50 et 60 000 pieds. Donc ça veut dire que on va avoir deux personnes qui vont aller dans un avion, qui vont consommer je ne sais combien de tonnes de carburant, donc ils vont rejeter je ne sais combien de tonnes de CO2 à l'extérieur. Et ça, aujourd'hui, c'est une question qu'on se demande, c'est tout ça pour faire aller un peu plus vite que les autres. Est-ce que c'est viable? Est-ce que des gens vont accepter en fait, d'être montrés du doigt à ce niveau-là? Donc ça, pour nous, c'est un énorme frein au développement du supersonique, en dehors de la technique, parce que la technique, il faut trouver des financements, mais faire un moteur supersonique, on y arrivera. Par contre, il y a tout ce côté écologique et respect de l'environnement qui aujourd'hui prend de plus en plus d'ampleur. Donc je pense qu'aujourd'hui, on regarde ce que font les concurrents. Il y en a certains des Américains qui se lancent, mais ça fait des années qu'ils se lancent. Après, il y a la réglementation. Alors, les Américains sont en train de la changer, mais elle a été faite quand même par les Américains. On fait Concorde. Eux, d'un coup, disent le supersonique sur Overland, sur la Terre, c'est interdit. Donc, ça cloue Concorde d'office qui peut voler que sur l'océan. Donc, ça limite. Aujourd'hui, on peut voler supersonique que sur les océans. Et là, les Américains sont en train de regarder si, par hasard, on ne pourrait pas voler supersonique sur Terre, maintenant qu'ils vont développer des avions.
Donc, on a eu une discussion il y a 2 semaines avec les EASA sur ce sujet-là. Et moi, je leur ai dit, les gars, il ne faut pas céder. Hein, tant qu'on n'aura pas de supersonique, il faut interdire le supersonique overland au-dessus de l'Europe. Voilà. Oui. À l'électricité. Ah, moi, je ne sais pas répondre. J'en profitais pour poser 2 questions. L'avion électrique, j'y crois pas, moi. Oui, alors sur l'électrique, je peux répondre. On a les bureaux d'études travaillent dessus, mais on n'y croit pas beaucoup. Donc effectivement, on travaille sur des batteries, on travaille sur peut-être quelques éléments, mais bon, l'avion électrique, tout électrique. Oui, ça serait plutôt hybride, mais c'est pas. Non, par contre, ce qu'on travaille, qu'a fait le Boeing avec le Boeing 787, je ne sais pas si vous connaissez le Boeing 787, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont entièrement électriques. Tout le conditionnement est électrique, les freins sont électriques, de façon à ne plus utiliser d'hydraulique et avoir le moins de fluide possible. Pardon ? Ouais. Donc au niveau maintenance et au niveau conception, c'est plus simple. Par contre, c'est des énormes énergies électriques. Il y a eu des gros problèmes au début parce que c'est des énormes énergies électriques à domestiquer à bord d'un avion. Et c'est un des problèmes aujourd'hui qu'on voit déjà. On a quelques courts-circuits déjà aujourd'hui. C'est pas anodin. C'est souvent des départs de feu qui sont très limités parce que l'avion est bien fait. Mais les fortes puissances électriques, il faut vraiment les maîtriser dans un avion. Sinon, ça peut être vite un désastre, quoi. Donc voilà, c'est un vrai challenge. Merci pour ces 2 excellentes présentations. Je reviens un petit peu au Falcon 8X. Quels sont au niveau qualité de vol, quels sont les principaux avantages du 8X par rapport au 7X? Et j'en profite pour poser une deuxième question. Comment est certifiée la partie équipement cabine? Alors, le 7X, on a amélioré les qualités de vol par rapport au 7X, on a bénéficié. Donc, on en a fait un avion. Alors, on a refait, comme je disais, on a refait les ailes. Il y a des ailes qui sont un peu plus souples que le 7X. Donc, il y a un passage. Le 7X est déjà très confortable en turbulence. Le 8X est encore plus confortable en turbulence. Aujourd'hui, on a des clients qui volent sur G650, sur un concurrent américain, qui est un magnifique avion. Et ils trouvent que c'est un avion qui est extrêmement dur, noyau de pêche. Et quand ils font un vol sur 8X, ils n'en reviennent pas du silence et du confort de la cabine, même en turbulence, puisqu'il amortit très très bien. Donc il y a cette partie-là. La partie bruit dans la cabine qui a été améliorée. Après, bon, le range. En qualité de vol, on a également, comme on a des commandes de vol électriques qui sont excessivement efficaces, on avait, on ne va pas dire un souci, mais ça avait été un peu reproché par la certification. C'est-à-dire qu'on avait une technique de décollage sur piste courte. On demandait au pilote de mettre, comme c'est protégé, de mettre le manche au baquet arrière, de façon à décoller le plus tôt possible. Ce qui fait que si l'avion était lourd, centré avant, l'avion mettait un certain temps à rejoindre. Et puis s'il était léger et centré arrière, il partait comme un chasseur à très grande vitesse, ce qui pouvait, c'est pas idiot, mais éventuellement de nuit déstabiliser par l'oreille interne, un peu déséquilibrer un peu les pilotes, ce qui est un peu vrai, c'est un phénomène qui existe. Et donc ça, on l'a amélioré, on a mis une harmonisation dans les commandes de vol, ce qui fait que le pilote, quel que soit le centrage, quand il tire sur le manche à une position donnée, le calculateur calcule automatiquement le début de vitesse de rotation et va harmoniser la réponse avion. Ce qui nous donne un décollage maintenant qui est d'une régularité et d'une facilité déconcertante. Voilà. La dernière question pour pouvoir libérer notre conférencier qui doit partir. La dernière. Allez, voilà. Pour monsieur. Excusez-moi, monsieur, mais une question vraiment naïve et je n'ai pas la réponse. Est-ce que les manches sont couplées sur le Falcon 8X en comparaison des Airbus? Est-ce que les manches sont couplées sur le 8X? Non. On est comme sur Airbus, comme pas couplés. On n'est pas couplés. Ok, merci. Il y a un débat actuellement, mais on n'est pas couplés. On avait étudié sur 7X, on avait étudié le couplage des manches. Et en fait, on s'était aperçu, on avait fait toute une étude et on les avait construits. Et après, on s'est aperçu en fait que c'était relativement complexe, des manches couplées. Donc, on risquait d'amener à un taux de panne en fait, on dégradait la fiabilité des manches et donc des no-go de départ pour un avantage qu'on trouvait trop faible. Et donc, on a abandonné le concept des manches couplées. On a un système d'avertisseur. On est mieux placé en cas de double pilotage simultané entre les deux pilotes. qu'Airbus, mais on a les manches qui vibrent en particulier. Si les deux pilotes touchent le manche en même temps, le manche se met à vibrer et on a des alarmes audio et visuelles en même temps. Mais on a également une sensation physique qu'il y a un double pilotage.
ce qui permet de détecter immédiatement qu'il y a 2 pilotes qui sont en train de voler en même temps et qui leur permet de se coordonner. Voilà. Après, ce débat-là, on peut le commencer, mais le débat, récemment, il y a un 737 qui a des manches classiques. Et les mecs, ils sont allés au tas parce qu'il y en a un qui voulait se poser, l'autre qui ne voulait pas se poser. Et puis, c'est le plus fort qui a gagné, et ils sont allés au tas. Donc, même avec des manches couplées, on peut faire des grosses conneries, quoi. Voilà, je crois qu'on peut applaudir à nouveau nos conférenciers. Merci. Voilà, Marie Gaudret, qui est directeur de l'établissement Ariane Group de Saint-Médard, pour la conclusion. Bon, mais merci encore. Franchement, je vais le redire encore une fois, mais 2 présentations passionnantes. Merci beaucoup. Je pense que, comme beaucoup d'entre vous, on ne regardera plus les usines Dassault de la même façon et encore moins un décollage de Falcon avec le même œil. Donc, merci encore. Alors, au nom de la 3AF, on a l'habitude de remettre à nos conférenciers un petit cadeau. Donc, on va vous remettre... Alors, c'est pas très original pour des Bordelais, mais bon... Merci encore. Merci à vous tous pour votre participation.